Mesdames et messieurs, mais avec des militants qui, dans les Pyrénées-Orientales, se sont toujours sentis concernés, ont toujours milité. Et je peux vous dire que les gens qui sont allés tracter les marchés, boiter les villages, afficher les panneaux, participer à l'organisation de ces réunions, ils doivent être remerciés comme il se doit, parce que j'ai toujours dit que les élus que nous sommes ne serions rien sans les personnes qui se mobilisent pour leur élection et les électeurs qui votent pour eux. Cette élection européenne est très importante. D'ailleurs, je vous le dis pour ce soir, il y a un débat tout à l'heure à 20h45 sur BFM TV, je crois. C'est pour cela qu'on essaiera de terminer avant, après le vin d'honneur. Mais j'ai quelques mots quand même à vous dire sur la réalité de ce qui nous attend, ou pas, et sur la manière dont vont se dérouler ces derniers jours de campagne. Cette campagne aura été finalement très linéaire, assez tranquille jusqu'à il y a quelques jours, où manifestement pour le pouvoir en place, tout est bon pour nuire, pour diffamer, pour salir et pour utiliser tous les moyens de l'État à des fins électorales et pour, en ce qui concerne M. Macron, à des fins personnelles. Il faut dire que leur candidate est tellement insignifiante, pour tout dire médiocre, qu'il a été obligé de se mettre en scène et de lui-même prendre en main la campagne et donc dimanche d'être le réceptacle des résultats et le comptable surtout des résultats qui seront, je l'espère, très bons en ce qui nous concerne. Il l'a fait en fin de campagne comme il l'avait fait avant. On oublie trop souvent de le dire. C'est lui qui a mis au cœur du débat cette élection verra la confrontation entre les européistes et les patriotes, ou comme il dit, les nationalistes, mettant évidemment, divisant les Français et mettant deux camps l'un contre l'autre, face à face, alors que nous pensons, nous, qu'il est plutôt utile, en ces temps troubles, marqués par, j'y reviendrai, beaucoup de problèmes, il est beaucoup plus utile de parler d'apaisement, de réconciliation nationale, de rassemblement du peuple français, et peut-être un peu moins d'essayer de monter les Français les uns contre les autres en inventant des mensonges, des manipulations et des diffamations qu'il convient de démonter un à un. Souvent, mes amis me disent « on ne devrait pas répondre aux attaques qu'on nous fait ». Eh bien, moi, j'ai la philosophie inverse. Il faut toujours se défendre. Voilà. Jamais courber l'échine. Répondre à tous les arguments. Répondre à toutes les diffamations. Répondre à tous les mensonges. Et ce n'est pas parce qu'ils ont avec eux l'ensemble des médias, quasiment. Ce n'est pas parce qu'ils ont avec eux l'ensemble des institutions, la présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les grandes villes de France, les départements, les régions, ce n'est pas parce qu'ils ont cette puissance de feu institutionnelle que nous devons courber l'échine et ne pas répondre. C'est même un devoir de citoyen, un devoir de militant, un devoir de vérité. Car il est évident que pendant qu'ils font peur, qu'ils agitent des peurs avec des choses qui n'existent pas, eh bien leur politique continue à produire les effets que vous connaissez tous et que nous connaissons tous. Et je ne vais pas rappeler le bilan désastreux de M. Macron depuis 2 ans et demi, puisque son seul fait d'armes aura été de mettre des millions de Français dans la rue pour un blocage qui dure maintenant depuis, je crois, 9 mois, avec des résultats économiques et sociaux absolument catastrophiques. Ça, c'est le bilan de M. Macron. Évidemment, il a hérité du bilan des autres un peu. Et quand je vois ce président socialiste, M. Hollande, qui vient encore donner des leçons comme avant-hier sur BFM, laissez-moi vous dire que
il y a quand même moyen de rire dans la politique française, et je comprends les citoyens français qui de plus en plus se désintéressent de la politique et refusent d'aller voter parce que le spectacle est pitoyable. Alors il faudra relever tout ça, et il faudra dénoncer un certain nombre de mensonges et s'opposer à la politique qui demain peut-être nous sera imposée. Je dois dire que moi qui connais bien les institutions de la Ve République et un peu l'histoire de mon pays, je vois une dérive de ce pouvoir. Je vois une dérive du système politique qui, pour sauver tout simplement sa place, pour sauver ses privilèges, pour sauver ses prébendes, pour sauver ses amis, est prêt à violer tous les principes de droit, tous les principes institutionnels. Et là, dans cette dernière ligne droite, M. Macron, a montré son vrai visage. On a cru qu'il était un président sympathique, jeune, compétent, et qu'il allait remettre la France en marche, c'est le cas de le dire. Et puis, vous avez vu que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il avait vendu, entre guillemets, aux Français, et qu'il n'y a pas un jour où il tente, j'allais presque dire, par désespoir peut-être, d'inventer une histoire pour se sauver ou pour tenter de sauver ses amis. Les dernières en date, il faut quand même que vous soyez au courant, on est à Perpignan, je suis de Perpignan, et vous avez entendu parler de l'affaire de ce fameux Américain, ce n'était pas le film Un Américain à Paris, mais de ce fameux Américain qui est venu, en ami, voir comment se passait l'élection, qui n'est ni élu, ni plus conseiller de Donald Trump, qui est un consultant, un homme d'affaires, et qui est tout simplement venu à Paris pour gérer un certain nombre d'affaires personnelles, d'ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans sa vie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a très bien réussi à Hollywood. Il a été producteur de films et dans la banque, il en faut, surtout aux États-Unis, et qui, j'allais dire, profite de son argent et court le monde pour gérer ses affaires et pour faire aussi un peu de politique, parce qu'il souhaite à l'avenir qu'il y ait des rapprochements entre les nations, des coopérations entre les nations, et il est plutôt un agent de paix plutôt qu'un agent de guerre, et il est en tout cas le principal acteur de la victoire de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous le dire, Donald Trump n'est pas, pour moi, un exemple. Le personnage est assez bizarre, quelquefois même très curieux, avec des réactions pour le moins étranges, mais il est quand même président des États-Unis. Et s'il a gagné, ce n'est pas par hasard. Et quand je compare M. Macron et les résultats de sa politique économique, et je regarde M. Trump et les résultats de sa politique économique, je me dis qu'il doit y avoir quand même un loup quelque part. Je veux bien que M. Trump soit fou, entre guillemets, incompétent, facétieux, marginal, vulgaire. Le résultat, il est quand même qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois, autant de croissance économique et autant, j'allais dire, de développement social dans un certain nombre de communautés aux États-Unis qu'il n'y a jamais eu. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a jamais eu autant d'emplois dans la communauté noire américaine que depuis que Trump est aux affaires. Alors je veux bien que tout le monde le traite de raciste, mais les résultats sont là. Quand M. Obama était aux affaires, eh bien, le chômage des Noirs était beaucoup plus haut et la croissance économique était moins importante que celle que connaissent les États-Unis. J'allais dire, tant mieux pour eux s'ils sont républicains, tant pis pour eux s'ils sont des démocrates. C'est une affaire qu'il nous faut regarder parce qu'évidemment, dès que les États-Unis froncent un sourcil, il y a quand même des répercussions sur le continent européen et évidemment sur l'économie française. Et il ne faut pas s'en désintéresser, pas plus qu'il ne faut se désintéresser de la politique russe ou se désintéresser de la politique chinoise ou se désintéresser de la politique indienne ou se désintéresser de toutes les politiques. Et je tenais, moi, à vous dire, nous avons des amis partout. Et heureusement que nous avons des amis partout. Que ce soit dans les pays arabes, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Israël, que ce soit en Europe centrale, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique latine, nous avons des interlocuteurs partout. Parce que le but des relations internationales, c'est précisément de parler, de dialoguer. Ce n'est pas d'aller faire la guerre.
Or, malheureusement, notre diplomatie, depuis déjà quelques années, est très, j'allais dire, virulente et va assez vite faire la guerre chez les autres, alors que quelquefois, on ferait bien de regarder précisément ce qui se passe, ce qui nous aurait évité de faire des erreurs, comme la tragique erreur de la guerre en Libye ou du soutien aux islamistes en Syrie, qui nous a procuré évidemment toute l'immigration aux portes de l'Europe et qui a produit un dérèglement majeur dans la région du Sahel, avec toutes les conséquences que l'on sait, où nos soldats sont engagés et où nos soldats meurent pour le terrorisme, enfin contre le terrorisme, mais pour l'Union européenne et pour l'Europe, car ce sont nos soldats, avec quelques alliés, qui maintiennent, j'allais dire, une certaine sécurité face au développement de l'islamisme radical dans cette partie du monde. Donc voilà, cet Américain, il est venu là, il n'est pas venu pour nous donner de l'argent, il n'est pas venu pour s'immiscer dans quoi que ce soit. Ça veut dire que tout ça, c'est une fumisterie. Et pour ceux qui ont vu le reportage, quand je suis allé à Londres, en territoire européen, parce qu'il faut quand même le dire, c'était tout simplement pour négocier un prêt bancaire. Mais est-ce que vous croyez que ça m'amuse, moi, d'aller à Londres et perdre mon temps à négocier un prêt bancaire? Si nous le faisons, c'est parce que les banques françaises, vos banques, ne nous prêtent pas, comme si nous étions des sous-citoyens, comme si nous étions en quelque sorte de mauvais contribuables ou de mauvais clients. Et c'est extraordinaire de voir à quel point il y a un pouvoir bancaire en France qui a droit de vie et de mort sur des partis politiques qui sont pourtant constitutionnellement reconnus par la France et par la République française. C'est une violation de la Constitution française. En désespoir de cause, nous sommes bien obligés d'aller voir ailleurs et de négocier, et quelquefois à des taux très chers. Et là, pour le coup, ça n'a pas marché. Nous nous sommes tournés vers nos militants, nos adhérents et nos sympathisants qui ont financé par des prêts, la campagne européenne sans rien demander à personne. Et je dois dire que pour l'avenir, c'est aussi une satisfaction et une chance que nous avons, parce que dans les échéances à venir, nous pourrons faire confiance à nos militants plutôt que d'aller perdre du temps et perdre de l'argent, finalement, à aller engraisser des institutions bancaires qui vivent déjà beaucoup, il faut le dire, des frais bancaires qu'ils prennent sur les comptes, sur nos comptes et sur les comptes de leurs clients. Ça, voilà, ça c'est une première fake news, que je voulais dénoncer. La deuxième, c'est évidemment aujourd'hui qu'elle est tombée. Nous sommes à 3 jours de l'élection. Comme par hasard, la Cour de justice des communautés européennes, ou je ne sais pas laquelle, peu importe, a décidé de rejeter le renvoi de Marine pour cette affaire qui n'en finit plus des assistants parlementaires, mais comme par hasard, à 3 jours de l'élection. Il n'aurait pas pu attendre lundi. C'est aujourd'hui. Au point que ça a tellement surpris tout le monde que la décision n'est même pas sur le site du tribunal. C'est vous dire s'ils sont allés vite, très certainement sur ordre, je présume. Mais en revanche, ils sont moins pressés pour aller enquêter sur M. Mélenchon, ou mieux, sur M. Bayrou et sur les écologistes ou sur d'autres formations politiques qui sont eux-mêmes suspectés, comme nous, d'avoir utilisé les fonds européens pour financer des assistants. Cette affaire est très compliquée. Vous verrez que ça se finira, je ne sais pas comment, mais en eau de boudin. Mais une chose est sûre, contrairement à M. Bayrou et à Mme de Sarnez, nous ne financions pas notre femme de ménage avec les fonds européens. Ce qui est le cas de M. Bayrou. Ce que je vous dis est vrai, allez vérifier. C'est dans l'enquête qui est en cours. La dame de ménage, enfin la dame pas dire de compagnie de Mme de Sarnez, qui lui faisait tout, était payée par le Parlement européen pour s'occuper de ces affaires purement privées. Voilà, ça c'est la vérité de M. Bayrou, allié de M. Macron et de tous les autres. Je ne parle même pas de l'affaire Benalla. Parce que quand je vois qu'on nous accuse à nous de parler à un Américain, jusqu'à présent les États-Unis ça reste des alliés quand même, mais que l'affaire Benalla est totalement aujourd'hui occultée par les médias et par les politiques, je rappelle quand même que M. Benalla a contracté
alors qu'il était dans l'entourage du président de la République, un contrat de sécurité avec un oligarque russe pour 2,5 millions, je crois, d'euros, et qu'il a contracté de la même manière un contrat avec un oligarque, un Chinois, un richissime Chinois, pour 7,5 millions d'euros. Alors à un moment donné, moi je veux bien me faire insulter par les gens d'En Marche qui ont toujours des leçons à donner, mais il faudrait bien qu'ils se regardent un peu le nombril, qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils arrêtent de regarder les autres, parce que nous ne sommes pas aux affaires, nous n'y avons jamais été, et pour le coup, il ferait bien de regarder, de faire le ménage chez eux. Ça, c'est une vraie interrogation, car laissez-moi vous le dire, nous, quand il y a quelques brebis galeuses, et ça peut arriver, vous savez, dans les hommes, il y a de tout, et chez nous aussi, on n'échappe pas à la règle. Mais quand on détecte quelqu'un qui fait mal ou qui dit des choses abominables, eh bien, on les met dehors. On les met dehors, tout simplement. Et on n'attend pas, comme ils le font eux, j'allais dire, de cacher ou de tenter de le faire, ou d'utiliser la justice. Vous avez vu que dans l'affaire Benalla encore, et dans l'enquête sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, il y a des journalistes qui sont convoqués par la DGSI, par le renseignement français. Si on était dans une autre si ça avait été Poutine qui fait ça, tout le monde aurait crié au scandale et à la dictature. Si ça avait été aux États-Unis, on aurait dit que Trump était le prochain dictateur, etc., etc. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures, et qu'il est plus facile de s'acharner sur un mouvement politique comme le nôtre. C'est là que je vous demande de réfléchir, qui n'a aucun pouvoir. Nous ne sommes pas au gouvernement. Nous n'avons pas de grands patrons avec nous. Nous ne gérons aucune collectivité d'envergure. Nous avons quelques mairies et nous avons nos militants et notre électorat. C'est tout ce que nous avons. Nous avons, avec 11 millions de voix, 7 députés à l'Assemblée nationale. Les communistes, avec 2% des voix, ont un groupe parlementaire. Ne me dites pas que nous vivons dans une démocratie. Et pour l'Union européenne, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas des anti-européens, nous ne sommes pas quand même des imbéciles, nous sommes des Européens. Les Français sont des Européens, comme les Portugais, comme les Espagnols, les Italiens, les Allemands, même les Anglais, les Belges, nous sommes des Européens. Mais ce que nous contestons, ce n'est pas notre qualité d'Européens et de vouloir coopérer avec nos partenaires et nos frères en quelque sorte. Nous contestons le montage institutionnel et juridique qui fait que l'Europe, l'Union européenne s'occupe de tout, qu'elle nous impose des choix et des politiques que nous ne voulons pas. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous ne voulons pas mettre des barbelés et des miradors aux portes de la France ou de l'Europe. Nous voulons simplement contrôler les échanges en matière économique ou en matière humaine. Ce n'est pas empêcher pour empêcher, c'est contrôler. C'est-à-dire qu'en matière économique, on essaye quand même au minimum, et d'ailleurs l'Union européenne a été faite pour ça, je vous signale, de protéger nos productions plutôt que de les mettre en concurrence avec la planète entière et de leur faire plier bagages, comme c'est le cas depuis maintenant 30 ans. Nous essayons, en matière d'immigration, de dire qu'il faut contrôler nos frontières et contrôler les gens qui y viennent ou pas. La France, c'est pas... j'allais dire, elle n'est pas ouverte aux 80 et on ne vient pas comme ça s'y installer et puis dès qu'on est arrivé en disant « moi je veux ça ». Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On a quand même le droit de choisir. On a quand même le droit de choisir entre ceux d'abord qui sont victimes de persécutions, c'est ce que l'on appelle le droit d'asile, et il est hors de question que nous revenions dessus, mais on a quand même le droit d'expulser tous ceux qui n'ont rien à faire chez nous et qui viennent grossir les flots, entre guillemets, de l'immigration mondiale économique. Parce que c'est ça aujourd'hui qui est malheureusement en jeu. Et dans ces flots d'immigration, il y a évidemment tout. Des gens bien, des gens moins bien, des terroristes. Mais il y a une chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce flot d'immigration, on ne peut plus l'absorber parce qu'il n'y a plus de travail. Et qu'il est évident qu'une immigration trop pesante sur un pays comme le nôtre, eh bien, il vient porter préjudice au compte de la nation. Parce qu'il faut nourrir cette immigration, il faut loger, il faut éduquer les enfants, il faut soigner.
et quelquefois même peut-être leur trouver du travail. Ce n'est pas être inhumain que de dire ça. Moi, je veux bien être humain, je suis humain, tout le monde est humain, et nous n'avons pas de problème avec cela. Oui, nous sommes nous aussi tristes et émus par la situation de pauvreté, de détresse de beaucoup d'immigrés qui viennent chez nous. Mais peut-être un jour ou l'autre, faudra-t-il se poser quand même la question de savoir d'où ils viennent et pourquoi ils viennent. Et comment on résout le problème, non pas chez nous, parce qu'on ne peut pas le résoudre dans l'état actuel de la France, mais comment on peut le résoudre chez eux. Et l'Union européenne ne s'est jamais occupée de cela. Elle fait la leçon aux pays européens pour qu'ils prennent chez eux de l'immigration, mais je peux vous dire que personne ne va voir de l'autre côté de la Méditerranée comment ça se passe ou tente de régler les problèmes. Voilà pourquoi nous sommes contre cette institution européenne que l'on appelle l'Union européenne. Pour nous, M. Juncker, on ne lui doit rien. Heureusement d'ailleurs. Quand il est clair, c'est déjà pas brillant. Alors c'est moi vous dire qu'après 10 heures, ça commence à être plus difficile. Mais voilà pourquoi nous sommes philosophiquement contre l'Union européenne et pourquoi philosophiquement nous rejoignons la position du général de Gaulle, tout simplement. Nous ne sommes pas contre l'Union européenne, nous sommes pour une Europe des nations, des libertés, des projets et des coopérations. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre, il s'agit précisément de défendre la paix par des projets. Et pas aujourd'hui ce monstre juridique, technocratique et financier qui impose comme ça à notre pays et aux autres pays des mesures drastiques qui conduisent des ouvriers, des employés, des agriculteurs tous les jours à la faillite et qui finissent évidemment par provoquer, j'allais dire, une grave dépression française, parce que c'est vrai que les Français, pour la plupart, se font beaucoup de soucis, et ils ont raison, et c'est aussi aux politiques à essayer de leur donner un espoir. C'est cet espoir que l'on veut donner. Et quand j'entends les discours absolument, il faut le dire, excusez-moi du terme, dégueulasses à notre endroit, c'est blessant. Parce que nous, ce que cherchons, c'est à relever le pays, ce n'est pas à l'abaisser. Mais nous pensons que la politique qui a été choisie n'est pas la bonne. Est-ce que c'est un drame si on en change? Ce n'est pas un drame. Excusez-moi, mais ce n'est pas un drame. Et quand une politique ne fonctionne pas, il est normal de bâtir une autre politique, d'essayer autre chose. Ces gens-là gouvernent la France et l'Europe depuis, allez, je suis gentil, 40 ans. Quel est le résultat? Moi, j'en connais parmi vous, des gens de droite, des gens de gauche. On a tout essayé. Moi, j'ai connu 81, où les socialistes sortaient dans les rues et où M. Lang, à ce moment-là, disait « On va sortir enfin de l'ombre vers la lumière ». On a vu le résultat. C'est moi vous dire que le brouillard est toujours très épais depuis et que je ne sais même pas si on sortira de ce brouillard. On a mis Mitterrand, on a remis Chirac, on a remis Mitterrand, on a remis Balladur, puis on a remis Chirac comme président. Puis il y a eu la cohabitation, on a mis Jospin, puis on a mis Sarkozy, puis on a mis Hollande, et aujourd'hui c'est M. Macron. Quel résultat pour le pays? Est-ce que quelqu'un peut me donner un point positif, à part la bourse, qui se porte toujours bien, quel est le résultat tangible que tous ces présidents et tous ces gouvernements ont apporté? Zéro. Attention au signe des mains, zéro. Voilà. Zéro pointé même. Et donc quand on voit que ça ne marche pas, on en change. Et j'espère que d'ailleurs, au-delà de la France, dimanche et dans les années à venir, on fera pareil à la ville de Perpignan, dont on voit bien que la politique du maire ne fonctionne pas, on fera pareil à la politique du département, et on fera pareil, évidemment, à la région et dans les élections à suivre. Mais pour ce qui concerne l'Union européenne, et pour que je ne vous tienne pas plus longtemps, 3 mensonges sur l'Union européenne. Vous entendez tous les jours, j'ai même vu des émissions, avec des mensonges éhontés, qui vous disent que l'Union européenne finance des projets qui se font chez nous. C'est faux. L'Union européenne participe à des financements de projets divers, routiers, tout ce que vous voulez, ou même l'agriculture. Elle le fait avec l'argent qui vient de la France. Ce n'est pas facile à comprendre. Je vois bien qu'il y a des gens, quelquefois, qui doutent, etc., parce que c'est un bombardement médiatique incessant. Mais je suis maintenant député de la nation et je sais ce que je vote.
nous avons voté lors du dernier budget, pas celui de l'autre avant, 21,5 milliards d'euros. 21,5 milliards d'euros, un chèque qu'on a envoyé à la Commission de Bruxelles. Voilà, 21. Et la Commission de Bruxelles, par les différentes politiques qui sont initiées sur les territoires, elle nous en a reversé 14. Nous en sommes de notre poche d'au moins 7, au moins. Il y a des expertises qui disent 9. Bref, entre 7 et 9. Est-ce que vous ne croyez pas que ces 7 ou 9 milliards seraient pas mieux utilisés à précisément résorber un certain nombre de problèmes chez nous? Parce que nous sommes dans un système de fous. L'argent qui est mis au pot commun de l'Europe, il sert à financer nos propres concurrents. Et oui, quand vous allez financer la Roumanie, que vous allez financer des pays comme ceux-là, c'est ces pays-là qui vous envoient des travailleurs détachés et des travailleurs, j'allais dire, à bas salaire, etc. C'est du dumping social à l'échelle de l'Europe, ou même du dumping fiscal, puisque des sociétés nationales françaises vont délocaliser dans ces pays-là pour fabriquer des produits qui nous reviennent. C'est quand même extraordinaire. On finance des groupes qui vont donner du boulot à d'autres et qui, évidemment, par le retour de leur production, viennent concurrencer nos propres produits. C'est un système de fou. Alors que nous pourrions, évidemment, faire le fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire faire au plus près ce que nous savons faire et puis mettre en commun, j'allais dire, des choses que nous ne savons pas faire. Mais ces 21 milliards et demi, ils sont le nœud du problème. Et en plus de ces 21 milliards, je vous signale qu'ils sont en train de préparer, comme M. Macron l'a dit dans une tribune qui est passée relativement inaperçue, une fiscalité européenne. Ça ne suffisait pas. Pas assez d'impôts. On va remettre une couche. Il y aura un impôt européen pour financer le budget européen. Et puis pour financer des politiques qui mènent au chômage. Voilà, ça c'est la réalité de la contribution financière de la France et de ce que nous coûte l'Union européenne. Le deuxième mensonge, il est sur la compétitivité, sur le protectionnisme. L'Europe nous protège. Heureusement qu'il y a l'Europe, sinon. Ben, si c'était vrai, ce serait bien. Si l'Europe était vraiment un espace protégé qui permet aux entreprises, aux agriculteurs, aux services de vivre décemment et puis d'être dans la compétition internationale à armes égales, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et comment voulez-vous que nous luttions contre des travailleurs chinois ou des travailleurs du Bangladesh ou même des travailleurs indiens quand il y a autant de différences entre le salaire qu'il y a entre les uns et les autres, quand il n'y a pas de règles environnementales dans ces pays-là, quand il n'y a pas de règles sociales et où, quelquefois, on fait même travailler les enfants ou les prisonniers. Enfin, je veux dire, le système, il est complètement biaisé. Il y a une disproportion absolument incroyable des moyens et évidemment des résultats. Et quand les produits arrivent du monde entier chez nous, nécessairement, ils arrivent évidemment beaucoup moins chers. Et nos producteurs finissent par mordre la poussière, par délocaliser ou par licencier. Et tous les jours, l'actualité fait les licenciements, alors qu'il ne faudrait pas, encore une fois, et ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas des barbelés et des miradors, c'est juste un contrôle aux frontières et un équilibre des échanges. Il est normal que nous importions des produits. On ne veut pas ressembler à l'Albanie des années 50 ou au Venezuela. Mais on veut que les équilibres soient maintenus et que lorsqu'on importe un produit chinois, il ne vienne pas concurrencer nos propres producteurs, nos propres agriculteurs ou nos propres industriels. Malheureusement, l'Union européenne, elle ouvre les vannes en grand et on fait des traités de libre-échange. Le dernier en date, le fameux CETA, qui est le traité de libre-échange avec le Canada, qui est en matière de qualité de l'alimentation, qui est en matière d'agriculture et même en matière tout simplement juridique, qui est un problème et qui nous posera beaucoup de problèmes. Mais je vous signale que pas plus tard qu'hier, les ministres ont annoncé la continuation, par exemple, des négociations avec le Mercosur, le marché au Mexique et en Amérique latine, sans demander l'avis de personne. Parce qu'ils ont une technique
qui est bien au point. Ils négocient tout sans que personne ne le sache, et ils arrivent au Parlement européen en vous disant, voilà, c'est comme ça, maintenant il faut signer. Alors quelquefois, il y a des remous, ça ne veut pas signer, il y a des bâtons dans les roues, il y a des procédures, mais à la fin, c'est toujours signé. Et vous savez pourquoi c'est toujours signé? Parce que la droite et la gauche votent les mêmes choses au Parlement européen. Ça, personne ne le sait, mais c'est une négociation entre eux. Et quand je suis arrivé, je peux en témoigner au Parlement européen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que personne n'était majoritaire. Eh bien, ça a été un peu comme une négociation de marchand de tapis. On a dit à M. Juncker, qui est du PPE, c'est-à-dire la droite, on te donne la Commission. On a dit au Parti socialiste, on te donne le Parlement. On a dit aux libéraux, on vous donne des vice-présidences, etc., etc. Et ils se sont négociés les places entre eux. Alors, quelquefois, il y a des sujets où ils ne votent pas ensemble, mais la plupart du temps, ils votent ensemble. Et quand il y a des sujets graves, ils votent ensemble. Et si demain, là, et vous allez voir, vous m'en direz, j'espère qu'on arrivera à freiner la machine, mais ils s'entendront entre eux. On a appris cet après-midi qu'on connaît déjà, au cas où, le président de la Commission, ce sera M. Barnier. On connaît déjà le président du Parlement européen, qui est un personnage absolument abominable, un Belge. Il y a notre ami belge, je ne sais pas, je ne suis pas anti-belge, mais il est là-bas. Le fameux libéral Verhofstadt, donc il sera déjà président du Parlement européen, et on annonce Mme Merkel comme présidente du Conseil européen. Donc c'est moi vous dire que quand on est à ce jeu de chaises musicales, de collusion, on ne vient pas nous expliquer en France qu'on veut rétablir les frontières, qu'on veut lutter contre l'immigration, qu'on veut défendre l'industrie, qu'on veut défendre l'agriculture. Tout ça, c'est des propos de tribune. Et si nous voulons aller à l'Union européenne, c'est pour précisément tenter de freiner, d'empêcher et d'avoir une tribune pour le dire. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils voudraient qu'on ne parle pas, qu'on ne se présente pas, qu'on ne dise rien. C'est ça leur démocratie. Ils ne sont démocrates et républicains que lorsque vous êtes d'accord avec eux. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous êtes en quelque sorte la réincarnation à la fois d'Hitler, de Mussolini et du général Franco. C'est à peu près ça. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. C'est tout de suite les anathèmes, les insultes et la diffamation. Mais il faut s'attacher aux faits. Et les faits sont têtus. Et les faits, ils sont, j'allais dire, exploitables. Il faut les exploiter, il faut le démontrer. Et il faut surtout informer nos concitoyens de la situation européenne. Le troisième mensonge, il est sur le droit. Là aussi, j'ai entendu n'importe quoi. Ce matin encore, un journaliste disait « Oui, il se dit qu'il n'y a que 20% des textes européens qui s'appliquent à la France. » Mais on vous ment. Il y a déjà plus de 20 ans, Jacques Delors, il y a 20 ans, plus même, 30 ans, disait 80% des textes votés à l'Union européenne s'imposent aux États membres. Ce n'est pas 20, c'est 80. Du réveil au matin au coucher du soir, vous avez été régi par des lois qui sont influencées à plus de 80% par les textes européens. Textes européens que vous n'avez jamais vus, et pour cause, et que les parlementaires français ont intégré à la législation française sans même dire de quoi il s'agissait. Parce que tout simplement, ils sont soumis et ils ne veulent pas résister à cette énorme pression. Et pourtant, on aurait dû avoir la puce à l'oreille après le référendum sur la Constitution européenne. 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. 55% des Français. Dans les Pyrénées-Orientales, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 62%. 92% des parlementaires réunis en congrès à Versailles, députés et sénateurs, ont pris le texte constitutionnel et l'ont réintégré et ont voté pour. C'est-à-dire qu'on a méprisé le vote référendaire du peuple français. Et malheureusement, ça ce n'est qu'un exemple, parce que derrière, c'est exactement le même mécanisme qui se met en place. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes souverains. Le Parlement auquel j'appartiens,
n'est pas un Parlement souverain. Il est souverain sur le papier, il est souverain dans les réunions, il est souverain parce qu'il fait encore, j'allais dire, l'actualité d'un certain nombre de choses. Mais dans les faits, soit vous votez des textes que vous avez vous-même proposés et ils doivent tenir compte des textes européens, soit vous votez des textes qu'on vous a proposés et eux aussi sont directement la traduction de ce qui se passe à l'échelle de l'Europe. C'est tellement vrai que quand on a reçu Madame Loiseau, elle n'était pas candidate encore, hein. Vous ne croyez pas qu'elle le serait un jour, mais elle l'a été, à la préfecture et qu'elle est venue nous expliquer la manière dont la France transposait les fameuses directives. Eh bien, je peux vous dire que j'ai compris que la France et les dirigeants français ne se battaient pas pour notre indépendance et pour notre souveraineté parce qu'ils n'y croient plus. Voilà, eux, c'est un peu Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Les décisions se prennent au-dessus et nous, on continue à être élus, je veux dire, pas sans rien faire parce qu'il y a du travail, mais enfin, on a moins de responsabilités puisque nous ne sommes pas les signataires de tous les textes qui sont décidés à l'échelle de l'Union européenne. Ça, c'est pour le droit démocratique, on va dire, c'est-à-dire le Parlement, la loi. Et puis vous avez la jurisprudence, mais ça personne ne le sait. Les décisions des tribunaux européens sous toutes leurs formes s'imposent à nous et sont reprises par les tribunaux français pour vous imposer des jurisprudences que vous ne voulez pas. Dernier exemple en date, parce que je le cite, l'histoire du voile religieux qui est, par la jurisprudence européenne, autorisé désormais dans les entreprises privées. Et si demain un entrepreneur ne veut pas de religion dans son entreprise, eh bien, s'il y a un recours, eh bien, il sera condamné par la jurisprudence parce qu'il y a un tribunal européen qui aura décidé que c'était tout à fait valable. Donc ne doutez pas de cela. C'est un étau financier, un étau fiscal et un étau juridique. Et quand vous mettez cela en perspective avec notre appartenance à l'OTAN, c'est-à-dire aux forces alliées, entre guillemets, qui sont dirigées par les États-Unis d'Amérique, dites-moi à quel moment nous sommes une nation indépendante. Nous n'en sommes pas, nous n'en sommes plus, et je pense que dans la politique française, beaucoup avaient vu les dangers que représentait l'Europe qui était défendue à l'époque par Jean Monnet, dont tout le monde sait aujourd'hui que c'était un agent américain, tout simplement, hein. Et c'est pour cela que le général de Gaulle s'était autant battu contre ce monsieur Monnet et contre la manière dont l'Europe fonctionnait déjà d'une manière technocratique et supranationale. Malheureusement, que reste-t-il du camp gaulliste aujourd'hui? Que reste-t-il de ceux qui étaient capables de tenir le discours de l'appel de Cochin, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous en souvenez, de Chirac, et qui, quelques décennies après, sont allés signer le traité de la Constitution européenne. Vous voyez bien que les gens n'ont aucune capacité à défendre des valeurs et n'ont pas de conviction. Ils ont abdiqué, tout simplement. Il faut donc se battre, nous, sur nos idées, parce que je pense que nous sommes majoritaires et parce que je pense que nous avons la bonne stratégie pour reconquérir notre souveraineté et parler dans la coopération, dans la paix, dans le dialogue, avec nos partenaires européens. Et ça, mesdames et messieurs, inutile de vous dire que vous ne l'entendrez jamais à la télévision. Jamais. J'ai écouté hier le débat. Systématiquement, quand Marine ouvrait la bouche, c'était l'anathème. C'était « vous voulez nous mettre des barbelés, vous voulez vous enfermer, vous voulez ceci, vous voulez cela ». Enfin, écoutez, si j'avais leur bilan, moi je serais modeste quand même. Je me ferais petit. J'essaierais de dire « oui, ça n'a pas marché ». Mais non, non, ils continuent comme si de rien n'était. Alors qu'il y a des millions de personnes dans la rue et que très certainement d'autres millions sont prêts à y aller parce que tout simplement les gens ne peuvent plus vivre. Ne peuvent plus vivre. Et quand vous pensez que depuis l'affaire des Gilets jaunes du 19 novembre, où des milliers de personnes sont descendues pour le prix de l'essence, et qu'aujourd'hui, le prix de l'essence est plus cher qu'au moment de l'affaire des Gilets jaunes, ça vous dit long quand même de la manière dont on prend les gens pour des imbéciles. Ça dit long sur ça. Et tout ce que l'on vous dit, tout ce que l'on vous assène à la télévision, ne sont que des mensonges et des choses qui n'existeront pas. La dernière, j'allais dire, mesure
gadget écologique que M. Macron a donné, taxer le kérosène des avions. Mais dites-moi, qui va payer le kérosène? Évidemment les voyageurs, mais ça va frapper qui? Vous croyez que ça va frapper les grandes sociétés ou les gens qui ont des moyens? Ça va frapper le malheureux Français qui part en voyage peut-être une fois tous les 10 du mois et qui se paye un voyage avec son épouse, ses enfants ou je ne sais, au bout du monde. C'est lui que ça va frapper, que ça va pénaliser. Ça pénalisera pas le système économique lui-même, ne croyez pas. Et c'est vraiment une absurdité que de croire, parce qu'on va taxer le kérosène, on va limiter la pollution. On ferait mieux de taxer les bateaux de marchandises. Et puis surtout, on ferait mieux de changer le modèle économique. Parce qu'il est évident que tant qu'on va faire fabriquer à l'autre bout du monde et qu'on fait des échanges aussi nombreux et aussi peu écologiques avec tous les pays du monde, il y a quand même peu de chances qu'on règle le problème de l'écologie. Et en tout cas, on demande beaucoup aux Français, mais on s'aperçoit que dans le monde, précisément, beaucoup de pays s'en moquent et que nous sommes systématiquement les dindons de la farce. Voilà un peu dressé le tableau de l'Union européenne. Et voilà, moi, ce que je voulais vous dire sur les mensonges et sur les manipulations. Il ne faut pas être dupe. Nous essayons de bâtir des majorités d'alternance, une alternative européenne. C'est pour ça que nous nouons des rapports avec M. Salvini, avec la Hongrie, avec les Allemands, avec les Hollandais, avec tous les pays d'Europe, y compris les Britanniques. Parce que les Britanniques sont sortis ou vont sortir. Mais peut-être que demain, dans une Europe des nations, ils voudront à nouveau coopérer. C'est un grand pays, l'Angleterre, avec qui nous avons beaucoup de points en commun, notamment, si vous ne le savez peut-être pas, en matière militaire et en matière d'industrie de la défense. Donc, il ne faut pas insulter l'avenir, il faut tout simplement préparer l'avenir. Et cet avenir, il se prépare en discutant, en dialoguant et en faisant ou en tentant de faire une majorité alternative à la majorité de tous les politiciens que nous connaissons maintenant depuis 30 ans, qui ont gouverné, qui ont eu leur chance, dont on a pu mesurer les résultats et dont nous voyons bien aujourd'hui que cette politique est absurde, économiquement, socialement, écologiquement et humainement, tout simplement. Alors, changeons de politique, changeons de majorité. Et un dernier mot, dimanche, il faut aller voter. Il faut aller faire voter. L'agitation et la peur qui a pris depuis 2 jours maintenant l'ensemble de la classe politique est un signe avant-coureur. Ça prouve qu'ils ont des éléments qui leur permettent de penser qu'ils vont recevoir une gifle. Mais les gifles, je ne suis pas pour la politique des gifles, mais quelquefois, quand elle est nécessaire, eh bien, je pense qu'elle est à la fois symbolique et qu'elle est exemplaire. Et que M. Macron, qui, il faut bien le dire, se paie la tête des Français depuis maintenant plus de 2 ans, mérite un revers électoral colossal. Il mérite. Voilà. Alors, dans ce vote, et dans ce vote utile, il n'y a que nous. Ça plaît pas. Certains le feront à contre-cœur, d'autres le feront avec empathie, avec sympathie, avec détermination. Mais une chose est sûre, il faut que dimanche, nous soyons devant La République en marche et devant la candidate de M. Macron. C'est impératif, parce que si dimanche, nous sommes devant le président de la République qui a mis toutes ses forces dans la balance, toutes ses forces médiatiques, diplomatiques et politiques, eh bien à ce moment-là, il devra se poser la question pour lui-même, pour sa majorité, pour son gouvernement. Il faudra qu'il arrête d'insulter les Français, il faudra qu'il arrête de prendre les Français pour des imbéciles, il faudra qu'il arrête sa politique du pire et qu'il tienne compte des préoccupations de chacun et qu'il arrête pour le coup de continuer systématiquement à aller avec M. Juncker, Mme Merkel et tous les technocrates européens à détricoter la France
pour une Europe supranationale que nous ne voulons pas. Nous, notre projet, il est clair. Nous voulons une Europe des nations et une France libre. Merci de m'avoir écouté. Il est là, non? Il y a notre chanteur préféré qui n'a pas fait l'Eurovision, mais on ne sait pas. Nous allons chanter la Marseillaise.